Bonjour à tous, je me présente, je suis Myriam Nicasse, responsable marketing et communication pour Inextinso métier du droit et Inextinso avocat. Je serai un peu votre madame loyale ce matin, donc à ce titre, je vais vous expliquer un peu la logistique de l'événement. L'idée, c'est que nos intervenants vont répondre à toutes les questions que vous avez posées en vous inscrivant. Suite à ces questions, à chaque question traitée, nous pourrons prendre les questions que vous aurez posées dans le chat. Voilà pour la logistique. Si des questions sont un peu plus complexes ou requièrent de la recherche, nos intervenants reprendront contact avec vous un peu plus tard, soit par mail, soit par téléphone, en fonction de ce qui vous convient le mieux. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Inextinso, je vais présenter rapidement le groupe. Donc, Inextinso, c'est le leader en France de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME. Qui dit leader dit 120 000 clients. Ah, on m'entend en écho. Donc, qui dit client, donc je disais, qui dit leader dit 120 000 clients, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 5 800 collaborateurs, 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Inextinso, c'est aussi l'accompagnement à 360 degrés des entreprises. Donc, évidemment, en expertise comptable, mais également dans le conseil en création d'entreprise avec Poincé, dans l'externalisation de la finance avec Adastra, le conseil en fusion-acquisition, le conseil aux entreprises innovantes, le conseil aux acteurs du privé et public de l'hôtellerie et du tourisme. Nous accompagnons également le chef d'entreprise au niveau personnel avec Inextinso Patrimoine qui intervient dans le conseil en optimisation de la stratégie patrimoniale. En 2015, Inextinso a voulu renverser ses équipes juridiques et a créé Inextinso Avocat, qui est un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires. Je vais rapidement présenter les équipes juridiques au niveau d'Inextinso, au niveau national. Donc, les équipes juridiques, ça représente 450 personnes qui interviennent pour l'ensemble de nos clients, répartis dans 80 agences. Parmi eux, on a 9 cabinets d'avocats dirigés par 22 avocats associés. Nous intervenons auprès de toute typologie de clients, des PME, des TPE, des particuliers, des fonds d'investissement, professions libérales, collectivités, associations, sur des domaines de droit qui sont nos cœurs d'activité, donc le droit social, la fiscalité, le droit des affaires, le droit des sociétés, mais on intervient aussi plus particulièrement en RGPD, dans ce qui est droit du patrimoine, droit civil, droit public, le droit environnemental, le droit international, le droit immobilier, etc. Et nous intervenons évidemment en conseil et en contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter individuellement. Donc, Alexandre, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Alexandre Vercruis, avocat associé chez Inextinso Avocat Nord de France, en charge de la pratique fiscale du cabinet. J'interviens principalement, comme l'a dit Myriam, pour une clientèle PME, TPE et ETI dans tout domaine d'activité et pour manager les contraintes fiscales de ces clients. Quentin. Donc, Quentin Roquette, je suis associé du groupe Inextinso et moi, je suis en charge du marché PME et grands comptes sur la partie également nord de France. Donc, on accompagne régulièrement des entreprises dans leur croissance externe au travers des LBO. J'interviendrai ponctuellement sur quelques définitions et sur l'approche du financement et je laisserai Alexandre la grande majorité des questions sur les sujets fiscaux. Ok, justement, on va commencer par les premières questions. Donc, qu'est-ce qu'une opération de LBO? Y a-t-il un montant minimum pour une opération de LBO? Et quelles sont les différentes typologies d'opérations LBO? Alors, très rapidement, je vais prendre la définition de l'opération de LBO. LBO, c'est l'acronyme d'un mot anglais qui s'appelle Leverage Buyout. Et en français, ça veut dire tout simplement, c'est un rachat d'entreprise avec un effet de levier. Donc, quel effet de levier on fait? Communément, vous allez apporter une somme d'argent qu'on va appeler fonds propres. Les fonds propres vont, à côté de ça, être adossés à un emprunt bancaire sur lequel nous allons y faire un effet de levier pour racheter cette entreprise. Donc, c'est une opération assez simple.
qui est accompagné par un partenaire bancaire et parfois par un investisseur, tout en sachant que généralement, on fait également ce type d'opération avec une holding société qui va reprendre les titres de cette cible que vous visez à racheter. Alors, je vais poursuivre, merci beaucoup. Il n'y a pas réellement de montant minimum pour une opération de LBO, si le montant minimum correspond à la valeur d'entreprise. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc on a plusieurs effets de levier dans ce type d'opération qui vont nécessiter l'intervention de différents intervenants, qu'ils soient bancaires ou financiers ou managériales. C'est généralement une opération qu'on qualifie d'exceptionnelle pour une société. Qui dit exceptionnel dit nécessitant un accompagnement et une durée de réalisation assez longue, donc qui nécessite en réalité une valorisation de l'entreprise déjà assez aboutie. Généralement, on classe les opérations sur trois types d'opérations. Les premières de 0 à 50 millions d'euros, c'est des opérations de small mid cap. Au-delà de 50 millions d'euros de valeur d'entreprise, on parlera de large cap. Et au-delà de 500 millions, on parlera de jumbo, qui sont vraiment des très, très grosses opérations. Sur les différentes typologies de ces opérations, donc Quentin vous a dit que c'est de l'acronyme LBO, voulait signifier Leverage Buyout. Et en fait, en fonction de ce qu'on va faire dans le cadre de cette opération, l'opération aura un autre acronyme. Par exemple, si on veut, dans le cadre de l'opération, associer un manager interne, on parlera de MBO, Manager Buyout. En revanche, si l'opération consiste à faire rentrer une nouvelle équipe de management, on appellera l'opération plutôt un MBI, Manager Buy-in. Également, lorsque le propriétaire de la société cible réinvestit une part significative dans le cadre de l'opération, on parlera d'OBO, Owner Buyout. Et enfin, on a des acronymes un peu plus exotiques quand on associe par exemple un management interne et un management externe. Et là, on parlera de BIMBO qui va rendre l'opération beaucoup plus sexy. On a une dernière typologie qui est le build-up, en fait, qui est l'opération par laquelle, en même temps que faire une opération de LBO sur une société cible, on va racheter des sociétés concurrentes dans le même secteur d'activité pour avoir un groupe un peu plus concentré dans une activité donnée. Voilà pour les principales typologies d'opérations de LBO. Ok. On va passer à la question suivante. On n'a pas de questions dans le chat. Est-il obligatoire de passer par un acteur du private equity pour une opération de LBO? Et pourquoi? Alors, comme tout à l'heure sur le montant minimum, il n'y a pas d'obligation de s'adosser à un partenaire financier de private equity. Tout va dépendre en fait du projet qu'il y a derrière l'opération de LBO. On peut très bien faire un LBO sans faire intervenir un partenaire financier, mais uniquement en levant une dette financière. Une dette bancaire. En revanche, quand on a des opérations beaucoup plus conséquentes, l'acteur du private equity, le fonds d'investissement, devient un acteur majeur pour participer au financement de l'entreprise. Faire appel à un acteur du private equity a un autre avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de son expertise financière dans le cadre de financement de la société pour avoir les bons indicateurs et les bons réflexes pour développer l'activité qu'on a mis sous LBO. Et donc, c'est pour ça qu'on les retrouve généralement dans ce type d'opération. Et pour terminer, en France, l'investissement des fonds d'investissement se fait majoritairement par le biais d'opérations de LBO. Et pour compléter, sur les fonds d'investissement, vous avez aussi régulièrement des fonds d'investissement thématiques maintenant. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, ces fonds d'investissement, au-delà de l'expertise financière, comme le disait Alexandre, qui est souvent assez enrichissante pour le dirigeant, pour accompagner au pilotage, il y a une vraie connaissance des secteurs d'activité. Et donc, dans le cadre d'opérations de build-up, ça peut accélérer également ce type de croissance. Ok, parfait. N'hésitez pas à poser des questions. Troisième question.
Quel effet de levier l'opération permet-elle d'obtenir et en particulier, comment se matérialise l'effet de levier fiscal? Voilà, donc on vous a parlé depuis quelques minutes d'effets de levier, mais quels sont-ils? Traditionnellement, on a 3 effets de levier dans ce type d'opération. Le premier, c'est un effet de levier financier, c'est-à-dire qu'en constituant la holding de reprise qui va porter un emprunt, en réalité, on va faire supporter à la société d'exploitation, la société cible de l'opération, le coût de cet emprunt. Le coût de cet emprunt étant financé par les résultats réalisés par la société d'exploitation et remontés dans la holding de reprise par le biais de dividendes. Donc ça, c'est le premier effet, l'effet de levier financier. Ensuite, on a l'effet de levier juridique qui permettra en fait de conserver le contrôle d'une société cible sans avoir besoin de détenir 100% des titres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura 51% des titres, ou 50 plus un titre de la holding de reprise, laquelle qui détiendra 100% de la société filiale, on conservera le contrôle sur la société d'exploitation. Ça, c'est l'effet de levier juridique. L'effet de levier fiscal, il se matérialise par deux choses. C'est qu'on va pouvoir en fait déduire au niveau de la holding de reprise la majorité des intérêts du financement qui a été pris pour l'opération. Et en plus, on fera application du régime des sociétés qu'on appelle le régime des sociétés mères et filiales, qui permettra en réalité d'avoir une fiscalité très réduite de l'ordre de 1 ou de l'ordre de sur les remontées de dividendes et donc, en réalité, les dividendes sont taxés soit à 5% du montant versé, soit 1% du montant versé si on est en intégration fiscale. Donc, l'opération en tant que telle ne génère pas réellement de frottements fiscaux et permet en réalité de faire supporter à la société d'exploitation le coût de l'opération. Et aujourd'hui, on intègre un effet de levier complémentaire qui est l'effet de levier social ou managérial, qui en fait, dans le cadre de l'opération, on va pouvoir embarquer avec nous les cadres clés de l'entreprise, les managers, en leur permettant d'accéder au capital de la société avec des typologies qu'on verra un peu plus tard, et qui vont permettre en fait, parce que ces outils vont pouvoir se déclencher sur une période donnée, au minimum 2 ou 3 ans, de conserver la valeur de l'entreprise humaine dans l'entreprise et pouvoir l'associer au capital. Parfait. Question suivante concernera les conditions juridiques. Comment organiser l'investissement des cadres clés, management package, et quelles sont les contraintes fiscales liées à ces outils? Alors, comment organiser l'investissement des cadres clés? Plusieurs outils sont à notre disposition pour ce management package. Le premier outil, c'est la Manco. La Manco va être une société holding qui sera détenue en grande majorité par le management ou des salariés clés de l'entreprise que l'on souhaiterait intéresser et qui va bénéficier tout simplement d'un effet de levier à travers cette holding, des remontées de dividendes, comme l'a expliqué Alexandre au préalable, pour pouvoir payer l'investissement que la Manco aura fait. Et donc, vous serez titulaire de titres de cette Manco qui elle-même sera détenteur d'un certain pourcentage de la société. Le deuxième outil que l'on a, c'est tout simplement les actions gratuites. Les actions gratuites qui peuvent être offertes à des employés de l'entreprise ou à des personnes clés qui entourent l'entreprise. Ces actions gratuites, elles ont un avantage, c'est qu'elles ont un coût tout à fait réduit, nul même pour ceux qui en bénéficient. Et autour de ces actions gratuites, on peut venir y mettre quelques conditions de réalisation pour pouvoir bénéficier de la pleine propriété de ces actions gratuites, puisque vous allez avoir autour de ces actions gratuites une période d'attribution de ces actions gratuites et une période où vous allez être pleinement propriétaire. Donc, vous allez pouvoir attribuer un certain nombre de conditions pour bénéficier complètement de ces actions gratuites. Et les deux derniers outils que l'on souhaitait vous présenter, c'est ce qu'on appelle les BSPCE et les BSA. Pour le premier, c'est des bons à souscription de part de créateurs d'entreprises. Et le deuxième, c'est des bons à souscription d'actions. Donc, c'est un droit
à pouvoir acquérir des titres de la société à un tarif prédéfini ou préférentiel. Les deux vont varier sur des conditions et des contraintes fiscales que Alexandre vous présentera par la suite, mais les deux, si on fait assez simple, aujourd'hui, c'est deux méthodes qui sont assez proches, en tout cas. La première est plutôt dédiée aux sociétés innovantes et en création, et la deuxième plus pour des sociétés qui ont une ancienneté un peu plus large par rapport à ça. Je laisse Oui, peut-être alors compléter. je vais poursuivre sur les contraintes juridiques et fiscales de ces différents outils. Je vais reprendre les 4 outils cités par Quentin. Déjà sur la Manco, on n'a pas de réelles contraintes fiscales, on a plus des contraintes juridiques et les contraintes sont plutôt l'organisation des droits de vote exercés par les managers et les salariés dans le cadre de cette société qui vont influer sur les décisions qui pourront être prises dans la holding de reprise et donc dans le groupe. Généralement, ce qu'on met en place dans ce type de société, c'est une action qu'on appelle une action Golden Share, qui possède des droits de vote démultipliés, permettant et détenu par généralement le président du groupe et qui permet en réalité de contraindre les droits de vote des managers dans la Manco et donc les droits de vote de la Manco dans la holding de reprise. Ensuite, il y a un point d'attention quand on utilise des Manco, c'est si les investisseurs veulent investir via un PEA, parce que si les Manco détiennent des titres qui offrent des droits particuliers, ces titres-là ne sont pas éligibles au PEA et le régime fiscal du titulaire du PEA peut être totalement mis à mal par cette problématique-là. Sur les attributions gratuites d'actions, alors avant de parler de contraintes fiscales, on parlera peut-être d'avantages fiscaux, qu'est-ce que ça permet d'obtenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cède un titre qu'on a reçu par le biais d'un plan d'attribution gratuite d'actions, on génère 2 plus-values, une plus-value d'acquisition des titres et une plus-value de cession des titres. La plus-value d'acquisition, si elle est inférieure à 300 000 €, on la posera au barème de l'impôt sur le revenu après un abattement de 50%. Sinon, elle sera imposable totalement au barème de l'impôt sur le revenu. Pour la plus-value de cession, on est sur la flat tax, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Point d'attention également sur les attributions gratuites d'actions, c'est qu'il va falloir être en mesure de démontrer que l'investisseur qui est aussi salarié du groupe a bien la casquette d'investisseur et pas de simple salarié, parce qu'on a une jurisprudence du Conseil d'État qui vient nous requalifier les gains de cession en salaire lorsqu'il peut être démontré que seules les fonctions managériales sont valorisées pour le cadre clé en tout cas. La principale contrainte des AGA, c'est que les titulaires d'AGA ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 10% du capital de la holding de reprise. Donc, on est limité par le montant qu'on peut attribuer. Pour les BSPCE, leur régime fiscal est assez attractif puisqu'on est à la flat tax au moment où on cédera les titres issus de l'exercice de BSPCE. La principale contrainte pour ces outils-là, c'est une contrainte de temporalité, parce que comme disait Quentin, c'est des outils qui sont réservés à des sociétés qui sont innovantes. Et donc, si l'activité qui est exercée par la société est exercée depuis plus de 15 ans, l'émission de BSPCE n'est plus possible. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas la société qui doit avoir moins de 15 ans, mais l'activité qu'elle exerce. Donc, on va regarder aussi s'il y a eu des concentrations d'activités préexistantes ou des choses comme ça qui peuvent augmenter la durée et donc sortir plusieurs bénéficiaires du dispositif des BSPCE. Et enfin, pour les BSA, on a tendance aujourd'hui à les réserver pour des investisseurs personnes morales soumises à l'IS. Parce que lorsque l'investisseur est une personne physique et a fortiori salarié du groupe, la jurisprudence fiscale amène à imposer le gain réalisé par l'exercice de BSA en traitement et salaire au lieu de la flat tax de 30% cumulée. Donc ça, c'est un principal frein à l'émission de BSA aujourd'hui pour des personnes à l'intérieur d'un groupe. C'est bon? Oui. Question suivante.
Le LBO est-il conciliable avec un pacte Dutreil? Alors, en théorie, oui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va faire pacte Dutreil et LBO, c'est deux opérations juridiques qui n'ont pas la même finalité. Hein. Le LBO va permettre un financement ou un rachat d'actions, alors qu'un pacte Dutreil est là plutôt dans une vision de transmission à titre gratuit d'une société. Mais ces outils vont porter en réalité sur les mêmes biens, à savoir les titres de la société cible. Donc, il faut obligatoirement faire une étude au cas par cas du point de savoir si on peut bénéficier du dispositif du trade dans le cadre d'un LBO, parce qu'en réalité, on n'a aucune règle impérative qui existe et qui interdit à un groupe sous LBO d'être transmis dans le cadre d'une transmission familiale avec le bénéfice du régime du trade. Mais on a pas mal de contraintes, c'est-à-dire que pour un pacte du trade, l'activité de holding animatrice, si le pacte est réalisé sur les titres de la holding de reprise, doit être managé. Donc, on doit être en mesure de démontrer qu'on a une réelle activité de holding animatrice et respecter toutes les contraintes fiscales que l'administration nous impose dans sa documentation pour vérifier qu'on est bien une holding animatrice. Si le pacte porte sur les titres de l'opérationnel, là, on va regarder si on peut maintenir le Dutreil sur cette société, sachant que on peut le maintenir jusqu'à 2 niveaux d'interposition entre une personne physique et la société sur lesquelles la société sur lesquelles porte le Dutreil. Mais ça va nécessiter un maintien inchangé des niveaux de participation à tous les stades en réalité, ce qui est très compliqué à manager dans le cadre d'une opération de LBO parce que notamment l'investisseur financier, sa contrainte, ça va être, et le majoritaire également, ça va être de pouvoir emmener tous ses associés, notamment les minoritaires, lors de certains événements de liquidité, en fait, qui obligent tout le monde à céder les titres à un moment donné, ce qui n'est pas forcément conciliable avec un engagement de les conserver pendant 2 ans collectivement ou un engagement de les conserver individuellement pendant 4 ans. Donc c'est vrai qu'on a souvent du mal à concilier les deux opérations, mais en théorie, c'est totalement possible. Ok, juste en complément, n'hésitez pas si vous voulez avoir des renseignements un peu plus complémentaires sur le pacte Dutreil ou sur la holding animatrice. Nous avons fait 2 directs du droit sur ces sujets-là. Tous les replays sont sur notre chaîne YouTube. Question 6, les conditions autour des conditions financières. Quel regard portent les banques sur les opérations de LBO et comment appréhendent-elles ce type d'opération? Quentin. Alors, les banques ont une certaine habitude une certaine habitude sur ce type d'opération-là. Comme tout banquier, entre guillemets, il va falloir réagir par rapport à des conditions de marché et par rapport à un environnement de marché. Le banquier reste un partenaire du dirigeant et de ce fait-là, il est évidemment toujours intéressé de pouvoir financer ce type d'opérations qui sont plus ou moins rémunératrices en fonction du mode de financement. Mais en tout cas, il y a le premier facteur clé, entre guillemets, de réussite, c'est le momentum et quelle est la situation du marché à l'instant T pour une opération en fonction de son secteur d'activité, inévitablement, quoi. On va avoir des facteurs extérieurs à l'entreprise qui vont venir évidemment pénaliser la lecture ou en tout cas le regard et l'analyse risquée d'une opération. Plus il y a de volatilité sur des facteurs extérieurs à l'entreprise, au plus le regard des risques du banquier sera important dessus. Si on élimine un peu le facteur momentum de cette opération, évidemment que le banquier va regarder la santé financière de l'entreprise, l'historique de cette santé financière et le prévisionnel que vous allez lui donner sera évidemment regardé avec une grande attention, tout en sachant que comme on va utiliser les ressources de cette entreprise pour venir rembourser un emprunt et notre effet de levier, on va regarder la capacité de l'entreprise à pouvoir servir, entre guillemets, le remboursement de la dette, mais sans que cette capacité à remonter le cash ne vienne trop pénaliser les réinvestissements dans l'entreprise. Et alors, c'est au cas par cas, évidemment, en fonction des secteurs d'activité, mais
Généralement, j'aime à dire que 60 à 70% de la cash disponible va être utilisée au remboursement de la dette et qu'on va se garder 40 à 30% pour réinvestir dans l'entreprise, soit à renforcer tout simplement les fonds propres, soit à réinvestir sur des outils qui sont inévitablement nécessaires. Dans cette analyse globale, il fera une analyse également des dettes qui sont dans l'entreprise et à quoi elles ont servi dans l'entreprise également. On a beaucoup entendu pendant un temps que les PGE étaient un facteur assez clivant pour les partenaires bancaires. Sachez que les partenaires bancaires aujourd'hui regardent des entreprises à PGE et regardent les entreprises qui ont de la dette dans leur bilan encore aujourd'hui sans aucun problème dans le cadre de LBO, évidemment. Il y a un deuxième facteur qui est important, c'est que quand vous avez un partenaire ou un sponsor aux côtés du dirigeant, qui est souvent un acteur majoritaire dans le cadre d'une reprise comme ça apporte beaucoup de crédit à l'opération, puisque ça apporte, entre guillemets, un regard et une analyse d'un expert financier qui est venu investir aux côtés du dirigeant. Il y a une partie importante, parce que le LBO, on le voit beaucoup également sur des opérations de reprise par des managers qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un regard assez important du CV du repreneur opérationnel de l'entreprise qui va peser également dans la décision de la banque. Si vous venez du secteur, c'est bien plus facile pour un partenaire bancaire que de défendre la personne qui porte ce projet. Et un dernier point sur le regard des banques, ça va faire maintenant plus d'un an à peu près que les banques sont assez sensibles à la donnée environnementale que l'entreprise a sur son marché. Je m'explique. Il y a une norme qui s'appelle la norme CSRD qui est en train d'être mise en place au niveau européen et qui donne, entre guillemets, le devoir aux entreprises de sortir un rapport de durabilité. Et ces banques ont cette contrainte, alors une norme qui est spécifique au secteur bancaire, mais étant donné qu'ils ont une contrainte de financer des projets environnementaux, on va avoir dans le temps s'opérer des différences de tarification sur les dettes. C'est-à-dire que plus votre projet d'investissement aura une dimension environnementale, au plus le coût de la dette dans les mois et les années à venir aura un impact positif pour vous puisqu'il coûtera moins cher. Au plus votre investissement aura un impact négatif sur cette dimension RSE, environnement, décarbonation et tout ce qu'on peut mettre dans le rapport de durabilité, qui est un rapport très complet, qui est demandé par ces entreprises-là, au plus le coût de la dette va venir monter. Et donc, avant, là où on avait, entre guillemets, un seul coût de la dette, et puis on appelait son banquier, on lui demandait combien va me coûter la dette aujourd'hui. Aujourd'hui, les banquiers regardent au cas par cas qu'est-ce qu'ils sont en train de financer. Et on le voit s'opérer encore plus aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, où la dimension du diagnostic qui va être aujourd'hui de votre bien immobilier va avoir un impact sur le coût de la dette dessus. Donc c'est à prendre en compte dans l'analyse, ou en tout cas à prendre en compte dans la présentation que vous allez faire à votre partenaire bancaire et qui vous accompagnera dans ce projet-là. Ok. Question 7. Il nous reste une demi-heure, donc on a un peu de temps. Dans le cas d'un crédit vendeur important, peut-on imaginer que les remboursements soient passés en charge? Avec éventuellement une diminution progressive des parts du cédant, ces remboursements seraient-ils des management fees? Alors sur la première question, est-ce qu'on peut rembourser le principal d'un crédit vendeur et le passer en charge? Déjà, petit élément de définition, le crédit vendeur, on va le retrouver au moment où le cédant va octroyer un financement de son prix de cession par le biais d'un crédit vendeur. En fait, le cédant renonce à percevoir tout de suite une partie de son prix de cession pour les besoins du financement de l'opération. Donc c'est quand même un cadeau qu'il fait à l'entreprise et qu'il fera d'autant plus s'il est réinvestisseur dans le cadre de l'opération. Donc le crédit vendeur, c'est vraiment un financement, donc c'est vraiment une dette de l'entreprise, ce qui ne permet pas en réalité de passer les remboursements en charge en réalité. Sur la deuxième
question, en fait, les management fees, c'est pas exactement, ça ne sert pas à payer des remboursements de crédit vendeur. Les management fees, aujourd'hui, on a depuis une dizaine d'années une jurisprudence de l'administration fiscale très draconienne sur leur justification, la justification de leur réalité, de l'effectivité des prestations qui sont rendues et payées via des management fees, et un regard très accru de la DGFiP sur la méthode de détermination des management fees. Donc, c'est tout le champ des prix de transfert, en fait, ramené à un contexte plus franco-français en fonction des différentes opérations. Donc non, on ne peut pas imaginer un remboursement progressif et une diminution des parts du cédant par le biais de management fees. 8e question. Y a-t-il des limites à la déductibilité fiscale des charges financières supportées par la holding de reprise? Alors la réponse est bien évidemment oui. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet de levier fiscal de l'opération, du fait qu'on allait pouvoir déduire les intérêts d'emprunt qui a été pris par la holding de reprise. Vous imaginez bien que l'administration fiscale est venue mettre un peu son nez et quelques limites dans ce schéma paradisiaque. Nous, fiscalistes, on a l'habitude de nommer ça les limites de déductibilité des charges financières, le millefeuille de la déductibilité des charges financières, parce que vous allez avoir plusieurs régimes qui vont venir s'appliquer les uns après les autres et qu'il faut descendre à chaque revue de l'IAS et au moment du montage de l'opération pour les avoir bien en tête. Je ne vais pas toutes vous les décrire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous décrire les principales et par ordre d'apparition. La première, la plus globale, en fait, c'est ce qu'on appelle en droit fiscal la théorie de l'acte anormal de gestion. Donc, qui nécessitera de pouvoir démontrer au moment où le financement est pris que la société est en capacité de servir sa dette et les intérêts d'emprunt. On regarde un business plan bien détaillé, voilà, qui permet d'avoir la justification du caractère normal de l'acte qui a été pris. Ensuite, on a pas mal de règles fiscales qui vont venir limiter la déductibilité au regard du taux qui est pratiqué. Si on prend un financement auprès d'un tiers, complètement tiers, on va pouvoir appliquer un taux de marché. En fait, le taux qui est proposé est considéré comme un taux de marché. Quand on a des financements qui sont pris auprès de minoritaires ou de majoritaires au capital de la holding de reprise, on a des limites qui vont s'appliquer. Le taux qu'on appelle le taux fiscalement déductible de l'article 39.1.3 lorsque le financement est pris auprès d'un minoritaire, et le taux du 39.1.3 ou un taux de marché justifié, et l'administration est très drastique sur les modalités de justification des taux de marché lorsque le financement est pris auprès d'un majoritaire. Donc ça, c'était les limites applicables sur les taux qui sont pratiqués. On a aussi des limites plus générales et qui nous proviennent de directives européennes, les directives ATAD 2, ATAD 1. ATAD 1 limite en fait la déductibilité fiscale des charges à hauteur de 3 millions d'euros ou de 30% de l'EBITDA fiscal. Et si la société est sous-capitalisée, ça veut dire si sa dette auprès de partenaires liés est supérieure à 1,5 fois ses capitaux propres, là, on ne pourra déduire qu'à hauteur de 1 million ou de 10% de l'EBITDA fiscal, sachant que c'est une limite qui est appliquée globalement dans le groupe. Donc, on va venir aussi regarder toutes les petites dettes financières qui peuvent être prises par les sociétés opérationnelles et les filiales du groupe pour déterminer ce ratio dette liée et le montant qu'on va pouvoir effectivement déduire. La directive ATAD 2, je vais vous passer les détails parce que c'est vraiment, elle a été édictée pour contrer en fait les effets de tax shipping, en fait, d'aller regarder en fonction des différents traités pour obtenir des exonérations. Que les capitaux passent des frontières en réalité. Donc ça, c'est une directive qui vient corriger ces effets-là.
Et enfin, parce que c'est important, l'amendement Charras dans les groupes d'intégration fiscale, en fait, qui veut limiter drastiquement le montant des charges déductibles dans le groupe fiscal à hauteur en regardant en fait le cash out réalisé par le contrôlant de la société en fait. Donc c'est les principales limites. Il en existe d'autres, bien évidemment, et ça nécessite voilà, de se pencher sur le niveau des différents emprunts et de réfléchir à la déductibilité de tous les intérêts d'emprunt qui seront payés. Parfait, toujours pas de questions, donc on passe à l'avant-dernière. Dans quelle mesure la TVA sur les frais d'acquisition est-elle récupérable? Alors, comme on a dit tout à l'heure, on fait intervenir pas mal de gens dans ce type d'opération et ces interventions sont facturées, bien évidemment, et pour certaines avec TVA, notamment les frais de conseil. Donc, ce qui pourra être intéressant en termes d'optimisation pour la holding de reprise, c'est de pouvoir déduire la TVA qu'elle a payée sur les frais d'acquisition et les frais de conseil. C'est possible, mais on a une grande condition à respecter et une grande contrainte à avoir en tête. La condition à respecter, c'est que la holding de reprise doit devenir un assujetti TVA. C'est-à-dire qu'elle doit réaliser des prestations comme toute société commerciale et comme toute société active en réalité. Donc, généralement, ces prestations-là, c'est l'exercice du mandat de présidence ou d'un mandat de direction générale dans les filiales rémunérées, et également, puisqu'on aura, dans le cadre de l'opération, généralement procédé à une remontée des salariés clés dans la holding de reprise pour lui donner substance et activité, la conclusion d'une convention de prestation de services spécifique aux missions complémentaires qui ne sont pas incluses dans les fonctions de président, qui sont réalisées par la holding de reprise. Le cas typique, c'est la direction administrative et financière qui est extournée de la société d'exploitation pour monter au niveau de la holding de reprise et qui, via un contrat de prestation de service, exerce effectivement la fonction de direction administrative et financière pour l'ensemble des sociétés du groupe. Donc ça, c'est la condition à respecter, c'est d'avoir une holding de reprise active, pas forcément animatrice. C'est le dernier échelon et la holding animatrice, c'est plutôt utilisé dans des dispositifs de transmission à titre gratuit, le pack du trade pour le reciter ici. Donc la holding de reprise doit être assujettie TVA. Et ce qu'il faudra aussi prendre en compte, c'est le fait qu'elle pourra être limitée dans le montant qu'elle pourra déduire au regard de son coefficient de déduction de la TVA. C'est-à-dire que la holding de reprise pourra percevoir des produits financiers de ses filiales, dividendes ou intérêts, et c'est la perception de ces revenus-là pourra dégrader son droit à déduction. Pas pour les dividendes, parce que en fiscalité française, les dividendes ne sont pas retenus dans le calcul du coefficient de déduction, mais les intérêts le sont. Donc, si le financement de l'opération s'accompagne d'un prêt intragroupe entre la holding de reprise et la société d'exploitation pour redescendre une partie du cash prêté, le niveau des management fees et des intérêts financiers perçus à cette occasion-là doit être managé pour éviter de dégrader le coefficient de déduction de la TVA. Donc ça, c'est la grande contrainte à avoir en tête. Et aussi, et on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder cela aujourd'hui, mais qui dit dégradation de droit à déduction de la TVA, dit potentiellement assujettissement à la taxe sur les salaires de la holding de reprise. Ça, si vous avez des questions sur la thématique particulière de taxe sur les salaires, on pourra y répondre plus tard. Et je crois qu'il y en a une question. Donc Fabienne Château, bonjour. Dans quel cas, en pratique, le régime Murphy pourrait-il être mis en cause? Article 205 du CGI. On a déjà plusieurs conditions à respecter pour que le régime Murphy puisse s'appliquer. Déjà, il faut détenir 5% que la mère détienne 5% du capital de la fille, et cela sur une durée de 2 ans.
Alors, on peut appliquer le régime des sociétés mères et filiales dès le moment où on détient 5% du capital, mais il faudra notamment faire attention à ce que cette détention soit supérieure à 5% pendant les 2 ans. Sinon, l'administration, en cas de contrôle, peut remettre en cause l'application du régime. Donc, c'est les 2 cas, à regarder pour que le régime mère-fille puisse s'appliquer. Mais sinon, c'est un régime qui n'a pas énormément de conditions à respecter, surtout dans le cadre de ces opérations-là, où finalement, on détiendra toujours, parce qu'on sera obligé de le faire, la holding de reprise détiendra toujours 100% ou au moins 95% de la société d'exploitation. OK. Dernière question. Il nous reste 20 minutes. Comment organiser les relations intragroupes afin qu'elles soient sécurisées et optimisées au plan fiscal? Oui, alors c'est tout ce qu'on a rapidement évoqué le sujet tout à l'heure quand on a évoqué les management fees. Alors c'est vrai que après opération de LBO, ce qui est important d'avoir en tête, c'est de bien définir en fait les missions de la holding de reprise et les missions que la holding de reprise va exercer pour le groupe et de mettre en place notamment pour les raisons de la TVA qu'on a évoquées juste avant, des conventions, des flux et des prestations rendues par la holding de reprise à ses filiales. Depuis une dizaine d'années, l'administration fiscale est très regardante sur les schémas qui sont mis en place, puisqu'elle va regarder à ce qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale dans ce cadre-là, ou de minoration de recettes, ou des remontées qui seraient constitutives d'actes anormaux de gestion trop importantes de management fees de la société d'exploitation vers sa société mère. Donc, ce qu'il va falloir avoir en tête, c'est de définir précisément les missions qui seront rendues par la holding de reprise aux sociétés du groupe et que celles-ci soient justifiables par une capacité en termes de moyens financiers, humains de la holding de reprise d'exercer effectivement ces prestations pour le groupe. Et ensuite, on va s'attacher à savoir comment on rémunère justement la holding de reprise pour les prestations qu'elle rend. Généralement, ce qui est pratiqué et ce qui s'avère être le plus simple, c'est la méthode du cost plus, c'est-à-dire qu'on va regarder tous les coûts qui ont été engagés par la holding de reprise pour faire ces prestations, et ensuite on va y appliquer ou pas un markup de l'ordre de 5 à 10% en fonction de la valeur ajoutée des prestations rendues. On se doute bien qu'une prestation qui serait uniquement l'établissement des fiches de paye a moins de valeur ajoutée qu'une prestation, par exemple, d'une direction artistique qui pourrait être remontée dans une holding de reprise. Donc, c'est la valeur ajoutée de la prestation qui va faire le markup. Et on peut aussi prévoir que certains coûts, les coûts externes, ne feront pas l'objet d'un markup lorsqu'ils seront refacturés aux sociétés du dessous. Ça, c'est la première étape pour déterminer le juste prix des prestations qui sont rendues. Et ensuite, on va s'attacher à savoir comment on les répartit dans un groupe qui a plusieurs filiales, comment on répartit la charge entre les différentes sociétés du groupe. Donc là, il va s'agir de trouver un indicateur en fait pertinent pour soit l'ensemble des prestations rendues, soit en séparant chaque prestation rendue. Par exemple, pour revenir sur mon exemple des fiches de paye, pour déterminer le coût de la répartition du coût de la paye dans la holding de reprise, on pourra notamment se baser sur le nombre de salariés des filiales. Mais cet indicateur-là ne sera pas bon pour déterminer comment on répartit le coût d'une direction administrative et financière. Où là, on va plutôt regarder le chiffre d'affaires contributif de chaque société dans le groupe. Et tout ça doit être écrit en amont. Le mieux étant de l'écrire au moment où on fait l'opération. Comme ça, on peut notamment nous décrire ce qui va se passer et anticiper au mieux les choses pour la réussite finale de l'opération. Et avoir une organisation claire dans le groupe qui a
du fait de l'opération, subit un grand bouleversement en réalité, puisqu'on a rajouté potentiellement des investisseurs financiers, potentiellement des nouvelles missions et potentiellement aussi des nouvelles structures. Donc ça permet d'avoir quelque chose sécure au plan juridique, au plan fiscal, avec les conditions que je viens de vous évoquer, et pouvoir avoir un modèle vertueux pour que l'opération ne soit pas vue comme un simple financement, mais permettant d'atteindre un objectif entrepreneurial déterminé au départ. Okay, on a une question de Mariam Mussel. Bonjour, quel est le markup admis par l'administration fiscale? Est-ce que l'administration fiscale admet la non-application de markup? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le markup généralement admis quand on utilise cette méthode-là de valorisation, il est entre 5 et 10% en fonction de la valeur ajoutée de la prestation en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, prestation plutôt artistique aura une plus forte valeur ajoutée qu'une prestation paye ou simplement de secrétariat. Et en réalité, l'administration admet l'absence de markup, donc faire du prix de marché, du prix coûtant, pardon, mais uniquement lorsque le groupe est en intégration fiscale, c'est-à-dire que la société holding de tête détient 100%, plus de 95% de toutes les filiales et un groupe d'intégration est formé à ce niveau-là, et l'administration en réalité ne voit plus comme sujet de droit fiscal que la holding de reprise et admet dans ce cadre-là qu'on puisse faire des opérations au prix de revient dans le cadre du groupe sur les management fees. Parfait, il nous reste un petit quart d'heure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ce qui est important de comprendre, hein, c'est, vous avez bien compris qu'il y avait différentes typologies de LBO, comme on l'a présenté au début, différentes manières de pouvoir incentiver ou en tout cas fidéliser un peu plus ces cadres clés dans l'entreprise. Et toute cette volatilité, entre guillemets, dans l'opération nécessite à chaque fois, au cas par cas, une analyse tant fiscale, tant financière de l'opération. Et donc, chaque cas est un peu spécifique. Et donc, à chaque fois, il faut savoir prendre au plus large quand on vous le présente. Mais on met beaucoup d'approximations quelquefois à répondre parce que on a tous en tête, et Alexandre et moi avons en tête différentes opérations sur lesquelles on sait que la formule générique n'est pas applicable, en tout cas pour tous. Ouais, j'ajouterais simplement que pour faire quelques métaphores, c'est que le LBO, c'est un peu une opération à tiroir. On va venir chercher soit du financement, soit un actionnaire minoritaire, soit faire monter une équipe managériale au capital. Donc, c'est à la fois une opération à tiroir où on va venir piocher ce dont on a besoin en fonction du but final de l'opération, du but business de l'opération. Et ensuite, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est une opération qui va s'étaler dans le temps, parce que notamment une dette senior, son remboursement, c'est généralement sa tranche in fine à 7 ans, donc 7 ans après l'opération. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pendant ces 7 ans, le LBO, c'est un peu un tunnel où on doit toujours emmener tout l'actionnariat de la holding de reprise, parce que certains événements qui peuvent intervenir durant ces 7 ans vont nécessiter en fait de réaliser une deuxième opération. Et je vois dans le chat qu'on a une question sur le fait de savoir si on peut faire un LBO sur une holding de reprise. Et bien en réalité, on le fait très souvent. Et dans notre jargon, on appelle ça des LBO bis, des LBO terre, des LBO quater, des LBO quinquies, en fait, où on refait la même opération en allant piocher encore une fois dans tous ces tiroirs sur une société déjà sous LBO. Donc, on va venir remettre une couche de holding, potentiellement, après l'opération, fusionner ces deux holdings de reprise ensemble. Et cette opération est aussi très encadrée au plan fiscal. Donc oui, c'est totalement possible de le faire, et c'est généralement souvent pratiqué quand on a une nouvelle croissance, une nouvelle opportunité de croissance qui se présente pour un groupe. Pour compléter, et Alexandre me fait penser à ça, les durées de financement, on est sur du 5 à 7 ans, généralement sur de la dette senior. On peut y adjoindre de la dette in fine, donc une dette qu'on va payer
le montant de cette dette à terme et ne juste qu'avoir un impact des taux d'intérêt et des frais financiers entre les deux, donc très largement alléger cette opération. Le tout est qu'avec ces différents acteurs financiers qui vont intervenir dans le financement, on ait un certain équilibre des différents types de financement. Mais en règle générale, et je dis bien en règle générale parce qu'on a des secteurs d'activité où on peut aller jusqu'à 10 ans pour faire un LBO de rachat, voire plus quelquefois. On est sur du 5 à 7 ans sur ce type d'opération. Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Vous avez à l'écran les prochains directs du droit. Donc le 24 octobre sur les pénalités des contrats de distribution et le 19 décembre sur les successions et divorces et les procédures de partage. Vous allez recevoir un mail avec un petit lien vers un formulaire pour savoir un peu ce que vous avez pensé de ce direct du droit et le replay, notamment si vous avez besoin de revoir certains éléments communiqués par nos intervenants. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et nous vous remercions de votre participation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.